Lorsque l'on est la fille d'un écrivain célèbre, auteur de plusieurs best-sellers, qu'on aime les voyages, l'aventure, l'histoire, la grande et la petite, que devient-on? Eh bien, on devient à son tour un brillant écrivain en mariant justement l'aventure, l'histoire et le sens de la dramaturgie. Alexandra Lapierre, bonjour. Bonjour. Je suis désolée pardonnez-moi de vous avoir défini en priorité par rapport à votre papa, mais je trouve que vous lui ressemblez tellement physiquement et dans le souffle romanesque aussi pour les livres que vous écrivez, qu'on va découvrir tout au long de cette émission, que ça m'a semblé évident. Puis je crois que vous l'aimez beaucoup. Ah oui, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas commis d'impair. Non, non, je suis ravie. Tout va bien. Nous pouvons donc démarrer cette émission. Je disais ça un petit peu en boutade. Oui. Fille d'écrivain, vous devenez écrivain. Vous avez une fille, Garance, qui très visiblement s'achemine sur les routes de l'écriture. Oui. Qu'est-ce qui tient vraiment pas des gènes, bien sûr, mais de l'éducation à ce niveau-là, et qu'est-ce qui tient vraiment de vous? Est-ce que vous arrivez à faire la part? C'est très difficile de faire la part, parce qu'on est ce qu'on a appris, ce que l'éducation vous a fait. Mais en même temps, j'ai commencé par ne pas vouloir écrire, justement parce que le poids du passé, j'ai une grand-mère qui écrivait aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc on commence par se dire, je peux pas faire la même chose que ce qu'ont fait mes parents, comme beaucoup d'enfants. Donc on fait autre chose. Et puis il y a un moment où chasser le naturel, il revient au galop, et on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est une espèce d'absolue exigence qui fait qu'on devient ce qu'on est, quoi. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce que vous avez toujours écrit petite, vous avez vu papa écrire, grand-mère écrire, donc... J'ai toujours écrit petite. Même moi, j'avais oublié à quel point. J'ai des amis de classe qui me disaient, mais enfin, pendant les récréations, tu jouais pas la marelle, t'écrivais des romans dans un coin, tu nous poursuivais pour qu'on t'écoute. Donc c'était, quand t'écoutes lire tes romans de chevalerie, ou je sais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose de très très présent. Et même enfant, quand par exemple mon père recevait des amis, je me mettais dans un coin et je les décrivais exactement comme ceux qui font du dessin et qui croqueraient la silhouette d'un invité ou de quelqu'un qu'on trouve soit fascinant, soit caricatural. D'ailleurs, parmi ses amis, il y avait des éditeurs aussi, dont celui qui allait devenir, quelques années plus tard, bien plus tard, même votre premier éditeur. Absolument, le premier. Robert Laffont. Absolument, Robert Laffont était venu chez mon père. Il était extrêmement séduisant. Je sais pas, j'ai 7-8 ans, mais même à 7-8 ans, une petite fille se rend. Elle aime séduire une petite fille à 7-8 ans, bien sûr. Et j'étais complètement séduite. D'abord, je sentais qu'il y avait dans la maison une atmosphère très... De travail. Oui, de travail, et puis d'inquiétude. L'éditeur venait chez mes parents, c'était un grand, grand moment. Donc déjà, je sentais ça. Et ensuite, c'est vrai que j'avais été très très séduite par l'immense charme de Robert Laffont, et que c'était un des premiers petits portraits à 7 ans où je raconte, il y avait un tonnelet de vin sur la table. Je me souviens j'étais fascinée parce que ce monsieur buvait du vin au tonneau. C'était un tout petit tonneau, hein, mais alors à 7 ans, c'était extraordinaire, ce tonnelet qu'on dévissait chaque fois qu'il arrivait. Alors, dans vos romans, il y a souvent, je parlais de grande histoire et de petite histoire. Vous, ce qui vous caractérise, à mon sens, c'est que vous abordez bien sûr l'histoire, mais toujours par, j'allais dire, le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que vous allez remettre à l'honneur quelqu'un que l'histoire a complètement englouti. Vous allez aller chercher le personnage qui devrait être connu, mais qui ne l'est pas, et on se demande bien pourquoi, que l'histoire, a oublié. Et grâce à ça, et puis à beaucoup de recherches, je crois, il y a un grand souffle romanesque, vous nous refaites finalement revivre toute une époque. Oui, vous avez raison. Ce qui m'intéresse, en général, un livre commence par un coup de foudre pour quelqu'un. Quelqu'un qui a été oublié, dont je trouve que alors partons sur votre dernier roman. On va partir sur un exemple précis. On peut déjà peut-être le sortir. Vous allez nous en lire un extrait d'ici quelques minutes. On est avec un personnage. Alors celui-là, c'est Joseph Kessel qu'on lira tout à l'heure. Voilà, votre livre préféré. Donc on est avec un personnage. Donc le titre, c'est Tout l'honneur des hommes. Oui. Comment se fait la rencontre avec le personnage? Alors écoutez, la rencontre avec le personnage s'est faite grâce au livre précédent qui s'appelait Elles ont conquis le monde, et qui était un livre fait avec l'une de mes amies qui s'appelle Christelle Mouchard, qui est une grande spécialiste du voyage. Et avec Christelle, nous avons fait un livre qui était ce qu'on appelle un beau livre, avec des illustrations, qui racontait les destins de 30 femmes qui ont fait des choses invraisemblables en partant dans des contrées
très très difficile à voyager, enfin où il était très difficile de voyager au 19e siècle. Voilà, à une époque où ça ne se faisait pas du tout. Ça ne se faisait pas du tout. Oui, voilà, on est en 1850. À l'époque, les femmes ne peuvent pas voyager parce qu'elles n'ont même pas un passeport. Enfin, les femmes des pays latins appartenaient, je parle de la France, de l'Italie, de l'Espagne, appartenaient à leur mari, à leurs frères, à leurs fils. Et certaines d'entre elles, néanmoins, se sont débrouillées grâce à une incroyable soif de vivre et une curiosité du monde inouïe pour partir, les unes chez les Maasai, les autres en Indonésie, les troisièmes, et quelquefois faisant des tours du monde en 1850 dans des conditions très très difficiles. Alors, elles ont pris leur indépendance, il y en a certaines pour qui ça s'est mal terminé. Oui, absolument. Voilà, elles ont été assassinées par des locaux du pays peut-être. Mais assez peu, les femmes qui avaient cette sorte d'énergie sont des survivantes. Elles meurent, alors là c'est très frappant, elles meurent alors quand c'est au 19e siècle à 80 ans, ce qui était très tard pour l'époque, et aujourd'hui, enfin le livre s'arrête en 1950, à 105 ans. Donc en général, elles sont increvables. Et alors il y a autre chose aussi qui est notable, c'est que moi je n'en connaissais pour ainsi dire pas une, enfin si peut-être une ou deux de noms, mais on ne les connaît pas, ces femmes. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher des personnages oubliés par l'histoire, parce que voilà, l'histoire c'est aussi une grande broyeuse, et les remettre à l'honneur le temps d'un livre, alors effectivement d'un très beau livre, en tout cas moi j'aime énormément celui-là. Et donc en faisant ce livre, vous rencontrez le personnage parce que du roman d'après. Je lisais tous les récits de voyage de ces femmes, car la constante de Elles ont conquis le monde, c'est qu'elles ont laissé quelque chose. Alors des dessins dans certaines, et puis pour certaines, et puis des récits de voyage, des photos. Des photos. Mais l'idée de toutes ces femmes, c'est de transmettre. Et l'une d'entre elles, dont je lisais le récit, avait été prise comme otage en 1854 par l'imam Shamil, qui était un imam qui résistait à l'invasion russe, qui avait déjà commencé, on croit que c'est tout à fait récent, pas du tout, ça date de la fin du XVIIIe siècle. Cet imam Shamil, avec quelques cavaliers, résistait à la très puissante armée du tsar Nicolas Ier et tenait en échec l'invasion du Caucase. Et elle racontait qu'elle avait été prise, cette femme était gouvernante des enfants de la famille royale de Géorgie, et elle avait été prise en otage par cet imam Shamil avec ses patronnes, qui étaient les princesses de Géorgie, et leurs enfants, 22 femmes et enfants au total, enfermés dans des conditions épouvantables dans le sérail de l'imam Shamil, celui-ci voulant les échanger contre son propre fils, qui avait été enlevé 20 ans plus tôt par les Russes, par un acte de traîtrise des Russes, et élevé à la cour de Russie, sous les ors, il faut imaginer Saint-Pétersbourg au XIXe siècle, et donc l'imam exigeait que son fils lui soit rendu au terme de 20 ans de captivité en Russie, contre la vie ou la mort de ces princesses. Et là où tout d'un coup mes antennes sont sorties, c'est que la dame racontait que ces princesses avaient dansé avec ce jeune homme à la cour de Russie, que l'une d'entre elles en était tombée amoureuse et que toute leur vie était suspendue à la décision du jeune homme de rentrer ou non ou pas chez son père. Voilà. Et quand j'ai découvert qu'en plus il était amoureux et sur le point de se fiancer en Russie et parfaitement intégré à la société russe, je me suis dit, mais qui est ce jeune homme? C'est ce jeune homme dont il faut raconter l'histoire. C'est ça qui vous intéresse, c'est les destins totalement improbables, romanesques, et c'est toute l'histoire dont on ne racontera pas la fin. Oui. De tout l'honneur des hommes. C'est exactement ce que vous recherchez. C'est l'idée qui va surgir, que personne n'a saisi avant vous. Oui, sur Djemaladine, non, voilà, personne n'avait écrit sur Djemaladine, à part Alexandre Dumas, qui dans son voyage au Caucase... Quel copieur, ce Dumas. Incroyable. Qui dans son voyage au Caucase consacre 4 ou 5 pages formidables à Djemaladine. Et j'avais lu ces pages autrefois. Donc c'est drôle parce que les choses se sont remises en place. Absolument. Oui, ça revient, ça remonte. Absolument. Et ce qui m'intéressait dans le destin donc, de ce jeune homme, dont ces femmes racontaient qu'il était d'une immense envergure, c'est que tout d'un coup, c'était quelqu'un qui avait tenté, ce que beaucoup de gens tentent aujourd'hui, c'était de vivre debout entre le monde chrétien et le monde musulman, d'appartenir aux deux mondes, de ne renoncer ni à ses origines, ni à ce qu'il avait découvert en Russie, puisqu'il s'était attaché aux gens avec lesquels il avait été élevé, et qu'à travers ce destin d'un homme
dont j'allais découvrir, ça c'est le suite de l'enquête, qu'il avait tenté de négocier la paix, que si on lui avait laissé faire ce qu'il était déterminé à faire, tout ce qui se passait aujourd'hui, tout ce qu'on entend dans l'actualité, ne se serait pas passé. Donc, c'était l'actualité finalement encore brûlante de l'histoire de cet homme-là. Absolument. En tout cas, les conséquences. Absolument, les conséquences de l'histoire de cet homme-là. Voilà. Et tout a commencé en me disant que c'est à la fois, et c'est là où vous aviez tout à fait raison, un destin particulier qui me touche. Moi, je suis touchée par cet enfant qui va tenter donc de ne pas renoncer ni à sa foi, ni à sa culture. Mais c'est un destin particulier qui prend écho dans l'histoire. Exactement. Dans l'histoire et dans les siècles à venir. Et dans les siècles à venir. Et à travers lui, et à travers son destin, oublié et sacrifié par l'histoire, c'est toute l'actualité d'aujourd'hui. Allez, on va en lire un petit passage, parce que vous nous mettez quand même l'eau à la bouche. C'est pas un exercice facile, ça non, veut dire très, un passage de son propre roman, et qui plus est de trouver un passage qui tient un petit peu debout tout seul, comme ça pour un extrait. Je pensais que j'allais vous lire, alors en remettant les choses dans l'histoire, le moment où ce petit garçon de 8 ans, qui a toujours appris que les infidèles étaient, que de toucher un infidèle, c'était se souiller à jamais, parce que son père, pour combattre les Russes, tente l'union des musulmans du Caucase en instituant la guerre sainte. Mais c'est pas ça que vous allez nous lire? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous allez nous lire alors? C'est le moment où l'enfant est donné aux Russes et où il va passer, c'est ce moment charnière où il passe de son village qui est martyrisé depuis 80 jours par un siège au monde russe. Et c'est la descente. La forteresse du père est en haut d'un piton et il descend vers le camp russe qui les a assiégés pendant 80 jours. Je vous écoute. 17 août 1839. De la vallée montait une rumeur de foule. Les Russes traversaient le camp au pas de course, s'armaient dans leur élan, se hâtaient vers la rivière. On aurait pu croire à un vent de panique, il ne s'agissait que d'impatience et de curiosité. Les officiers s'alignaient sur les berges de la rivière en rang serré. Les sentinelles qui bivouaquaient au pied du promontoire s'y pressaient comme devant une scène de théâtre. Le visage levé vers la forteresse, tous suivaient un spectacle matinal auquel les 80 derniers jours ne les avaient pas habitués. Ce n'étaient pas leurs sapeurs qui zigzaguaient de palier en palier, mais 2 chevaux ennemis qui descendaient vers leurs tranchées. En tête venait un poney bai, l'un de ces petits étalons de Kabarda dont ils connaissaient désormais la vigueur et le prix. L'étalon était monté par un enfant d'une dizaine d'années qui épousait avec grâce son pas dans la pente. Un manteau de lin blanc, très cintré à la taille, s'épandait en longs plis sur ses bottes. Une superbe papaka d'agneau blanc le coiffait, si haute, si large, qu'elle semblait le couronner. Les soldats du général Grabé, habitués aux cris des guerriers qui s'abattaient en horde comme un vol de corbeaux sur les corniches, s'étonnaient du silence, de la solitude, de tout ce qui émanait de cette apparition. Noirs étaient d'ordinaire les étendards des Mourides, noirs leurs barbes et leurs tcherkeskas. Comment ces barbares, là-haut, avaient-ils pu conserver dans leur poussière, leur saleté et leur pestilence ce costume immaculé? Donc là, on est vraiment sur le moment de bascule. Absolument. De la vie d'un petit enfant. De la vie d'un petit enfant. Et la fin du paragraphe, sur l'enfant, l'imam ne donnait pas son fils en vaincu, mais en chef de guerre qui traitait d'égal à égal. Par son élégance et sa dignité, le jeune cavalier incarnait le message jusqu'à la perfection. Il ne regardait pas les sabots de sa monture, il ne regardait pas les pierres, les trous, les failles, tous les obstacles du sentier vertigineux. Il ne regardait pas les lacets de la rivière en contrebas, la masse des étrangers qui fumaient, plaisantaient, commentaient bruyamment sa venue. Au-delà des tranchées, au-delà des tentes, au-delà des chaînes de montagnes, il fixait l'ultime ligne de crête. On se demande toujours dans les romans à souffle historique, comme ceux que vous écrivez, quelle est la part, parce que vous faites des recherches longues, je crois que ça a duré 3 ans pour tout ce qui concerne la Russie et ce roman-là, quelle est la part de réel et la part de forcément romancé, parce qu'il faut bien que l'histoire tienne debout. Bien sûr. Alors, par exemple, ce passage-là, typiquement. Alors, ce passage-là, typiquement, il est raconté dans les archives russes. L'enlèvement de Cem el-Din, puisqu'il va être enlevé à partir de là, est un événement politique, un enlèvement politique. Donc les chroniqueurs de l'époque ont tout raconté. Ce sont les archives de l'armée qui racontent. Sauf que là, je suis du côté de Cem el-Din, et la suite de la scène se passe du côté de Cem el-Din, et Shamil,
l'imam Chamil, le père du petit garçon, qui était un homme politique, avait lui aussi ses chroniqueurs. Donc vous, la même vous allez scène, des deux côtés, vous? Je vais des deux côtés. D'accord. Et la même scène est racontée, donc c'est la même, sauf que l'une est vue d'en haut avec le père, et l'autre est vue d'en bas avec les Russes. En fait, il y a un côté très, j'allais dire à la fois universitaire, dans le fait de faire des recherches un peu longues, j'imagine des fois. Oui, très longues et très, quelquefois. Un petit peu contraignantes, un petit peu, pas toujours très drôle. Oui. Et puis il y a quelque chose du journalisme, et votre maman était. Ma mère était journaliste et mon père était journaliste. Comment pouviez-vous échapper à l'écriture? C'était pas possible. C'était pas possible, absolument. Et c'est vrai que ma démarche, donc autour d'un personnage qui est à la fois extrêmement attachant et que j'aime, enfin c'est vraiment une chose personnelle, sentimentale. J'étais très très touchée par ce petit garçon. Il faut, parce que pour pouvoir tenir 3 ans de recherche, et je ne sais plus combien il fait de pages ce roman, mais il est quand même assez conséquent, il faut pouvoir tenir sur le long cours. Donc c'est vrai que j'étais extrêmement touchée par le petit garçon, puis par le jeune homme qu'il va devenir. Mais le rêve, c'est d'être aussi exact que possible, parce que ce destin est tellement fort que jamais, en tant que romancière, je n'aurais imaginé des scènes comme ça. Notamment, j'avais lu dans les archives qu'il tombe amoureux quand il aura 18 ans à la cour de Russie. Et le nom que je lis pour sa fiancée est un nom d'une princesse russe, Olénine. Ils sont le gratin de l'aristocratie. Le grand-père de la jeune fille a fondé la première bibliothèque nationale. Je me dis quand même, là, c'est exagéré, c'est de la propagande russe qui tente de nous montrer qu'ils sont très ouverts, que même un musulman peut épouser une princesse. Et pas du tout. C'est-à-dire que je suis la trace de cette jeune fille sans y croire. Mais quand on fait cette sorte de livre, toutes les traces, on les suit. Et j'allais trouver dans les archives de la famille les mémoires de la fiancée de Djemaladine, qui les écrit à 87 ans, à la veille de la révolution russe, et elle raconte ce qui a été pour elle l'amour de sa vie, la passion de sa vie, et tout d'un coup, de l'intérieur, j'ai le portrait de ce jeune homme vu par la femme qu'il aime, et qui, au moment de sa mort à elle, veut absolument fixer l'histoire. Qu'est-ce que ce petit garçon, vous nous avez dit plusieurs fois, ce petit garçon me parle, fait écho, etc., mais il fait écho à quel niveau? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous vous reconnaissez tellement en lui? Est-ce que c'est le petit garçon qui fait écho à la petite Alexandra Lapierre enfant? Enfin, est-ce que vous arrivez à déterminer? Sûrement, il y a des ponts qui font que on a une espèce de décharge électrique et que vous avez envie. Mais vous les analysez ou pas? Non, c'est difficile. Parce que tout mon travail consiste à ne pas parler d'Alexandra Lapierre. Ah oui, non, mais attendez, alors là, non, alors. On sait quand même bien que les écrivains, combien même, nous parlent complètement d'autre chose, un autre siècle, à l'autre bout de la Terre, une autre époque. On sait très bien qu'ils nous parlent d'eux, les écrivains, même si c'est bien caché. Bien sûr. Moi, je pense que ce que j'aime en Djemaladine, par exemple, c'est son sens de l'honneur. C'est pas un hasard si le livre s'appelle Tout l'honneur des hommes. C'est un sens de l'honneur que vous avez, par exemple. En tout cas, que je tente d'avoir. Que vous je ne sais pas si je l'ai, mais c'est très important pour moi. La dignité humaine, l'honnêteté, la loyauté sont des valeurs qui sont absolument, ce que je recherche chez mes amis, chez les gens que j'aime. Première chose, c'est la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle. Et tout ça, Djemaladine l'a. Et à chaque fois, ce sont les mots qui reviennent. Par exemple, si le livre s'appelle donc Tout l'honneur des hommes, c'est qu'à un moment, ses amis, le voyant accomplir un geste qu'on ne va pas raconter, disent « On avait le sentiment qu'il portait en lui tout ce qui restait de l'honneur des hommes ». Ça, c'est la phrase. Et cette phrase-là, je l'ai retrouvée dans Kessel, qui, dans l'un de ses écrits, qui s'appelle, je crois, La règle de l'homme, justement, donc tout ça se recouvre, en tout cas se recoupe, parle d'un personnage en disant qu'il avait le sentiment, ce personnage avait le sentiment qu'il portait en lui ce qui restait de l'honneur des hommes. Kessel, c'est un des auteurs qui vous a forgé comme écrivain? Oui. Absolument. Vous ne voulez pas que je dise écrivaine, j'espère? Non. Parce que j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là. D'accord, comme écrivain. Merci beaucoup, Alexandra Lapierre. Oui, donc Kessel, c'est quelqu'un qui a forgé votre identité d'écrivain? Oui, parce qu'il avait tout ce que moi j'adore dans l'aventure de l'écriture. L'écriture est pour moi une aventure. C'est complètement lié. C'est pas un hasard si je fais un livre sur les grandes aventurières ou si Fanny Stevenson, qui était le livre qui vous a fait connaître. Oui, absolument, était une grande voyageuse et une grande aventurière. Et Kessel a cette immense dimension de porter témoignage et
le but d'un livre comme Tout l'honneur des hommes, ça n'est pas seulement de porter témoignage, parce que l'idée c'est de vous emmener, de vous faire rêver, comme Kessel, mais c'est tout de même de rendre justice à des gens, ou à un homme en l'occurrence, dont le destin a été broyé par l'histoire et dont on a tout oublié. Et chez Kessel, il y a cette même idée. C'est quoi, cette dimension tragique finalement de l'histoire? Oui, cette dimension tragique de l'histoire, et puis d'être quelqu'un qui s'intéresse à d'autres univers que les nôtres. Mais finalement, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas finalement tant l'histoire qui vous intéresse que les destins de certains hommes et certaines femmes qu'on va ramener forcément dans leur contexte et leur histoire. Oui. Et de là, vous accédez à l'histoire. Mais à la base, c'est l'humain. À la base, moi, c'est l'humain. À la base, c'est vraiment... Très comme votre... Excusez-moi, votre papa. Alors lui, il fait la démarche inverse. C'est exactement pareil. Mais lui, c'est l'inverse. Lui, il s'intéresse à des pays. Oui. L'Inde. Voilà. Évidemment. Et du coup, il prend des personnages qui puissent le parler. Qui vont lui raconter ce pays. C'est voilà. vrai. Tandis que moi, c'est aussi ça, mais moi, c'est d'abord le personnage qui va vous emmener dans un pays. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu écrasé par l'ombre d'un père aussi connu? Enfin, La Pierre et Collins, c'est marketing pratiquement, quoi. Oui. La Pierre et Collins, quoi. Je pense que quand on est jeune, je suis pas vieille, mais quand j'avais 17 ans, j'étais pas écrasée, mais simplement, c'était nos destins ne pouvaient pas être semblables. Enfin, plus tard. Au contraire, c'est absolument merveilleux parce que on échange nos impressions. Nous ne sommes pas sur les mêmes terrains, dans le sens où lui, justement, c'est l'Inde. Moi, j'adore l'Inde, mais ça n'est pas mon pays d'adoption. Non, mais on échange nos impressions. Alors, ça veut dire que c'est encore papa et sa fille, ou vous arrivez quand même à vous hisser au rang de un écrivain discute avec un autre écrivain? Ça, c'est très, très difficile de le démêler, parce que un père et sa fille restent toujours un père et sa fille, même si c'est un écrivain qui discute avec un autre écrivain. C'est très très difficile de dire non, nous ne parlons qu'en tant qu'écrivain. Non. Et vous faites comment avec votre fille, vous alors? Elle vous a peut-être pas encore fait lire ses écrits, si 21 ans, c'est ça? Oui, 21 ans. Ouais. Elle étudie, elle étudie la littérature comparée de la Renaissance. Elle fait un master à Oxford. Et donc, c'est une grande passionnée de littérature. Mais elle veut écrire. Alors, comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose de très... 4 générations d'écrivains. Oui, très instinctif, en même temps. Parce que je pense qu'au départ, chez mon père, par exemple, il y avait une inquiétude. Est-ce qu'elle va y arriver? Ça, c'était dans les débuts. Il y avait une espèce d'angoisse de sa part. Et donc, il était très important, justement, que je ne lui fasse pas lire. Non pas par absence de confiance, mais parce que je sais que il aurait eu tellement peur que ça ne marche pas, ou que ce soit pas bon, et il a un tel métier qu'il aurait voulu tout changer. Et que, comme c'est mon père, on écoute. Et d'abord, parce que c'est très important d'écouter les critiques. Mais les critiques de ses parents, c'est beaucoup plus difficile à entendre que ceux de vos pères, dans le sens PAIRS, de vos amis. Donc, pendant très longtemps, moi, je ne lui donnais pas à lire, simplement parce qu'il fallait que mes erreurs soient mes erreurs et mes succès soient mes succès. Alors, quelques phrases de Kessel qu'on va extraire de votre livre de chevet. Oui, je ne vous dis pas l'état du livre. Il tient encore debout. Mais très difficilement. Il a été très, très consulté, ce livre. Oui. Les Cavaliers. Les Cavaliers de Kessel. C'est votre livre de chevet, comme on dit. Ça a été le livre... D'abord, je l'ai sans doute lu trop tôt. Enfin, ou tôt, pas trop tôt. Et donc, ça a été une de ces déflagrations, vous savez, ces livres... Dont on met du temps à se remettre. Oui, dont on met du temps à se remettre, qui vous hantent, qui restent le modèle, l'admiration absolue. La phrase de Flaubert qui dit on juge qu'un livre est bon ou pas à la vigueur des coups de poing qu'il vous donne et au temps qu'on met à en revenir. Absolument. Parce que j'en suis toujours pas revenue. Toujours sonné, d'accord. Toujours sonné. Alors, quelles sont les phrases alors qui vous justement qui vous interpellent? C'est drôle parce que dans ce qu'on évoquait, c'est encore la dignité. Et là, je voulais vous lire un passage. Je vous ai lu le passage sur l'enfant et sur sa dignité. Et là, au début de Kessel, d'ailleurs, c'est un rapport, c'est une histoire père-fils, puisque dans les Cavaliers de Kessel, c'est l'histoire d'une espèce d'impossible passion entre un père et son fils. Et là, c'est la description du père qui se réveille le matin. On est donc en Afghanistan. Et il se lève. Et le personnage s'appelle Toursen. Le plus difficile, cependant, restait à faire. Nouer le turban de sorte qu'il fût digne de son rang, digne de son âge et de sa réputation. Cela l'obligeait
à remonter les bras au-dessus de la tête et à travailler ainsi. Après le supplice des reins et des genoux, le supplice des épaules. Sans doute, il n'avait, le vieux Toursen, et il en était sûr, qu'à grogner un appel pour s'épargner ses tourments. Le batcha, voué à son service et qui dormait à même le sol dans le corridor devant sa porte, accourait tout de suite et tout fier de l'habiller. Ce n'était qu'un enfant, mais n'importe qui sur le domaine et aux environs, et fût-il dans le plein état de la vigueur, du mérite et de la liberté, eût tiré gloire de ce geste domestique. À servir un homme tel que Toursen, on ne s'abaissait pas, on se faisait honneur. Chacun le savait, et lui le premier. Cette histoire de nouer le turban, ça vous parle? Oui, ça me parle. Et ça me parle l'idée qu'on se fait honneur, quelquefois, à servir de grands personnages. Là, Votre papa est ce qu'on pourrait appeler un grand catholique. Oui. Il a été très proche de Mère Teresa. Oui. Il était venu dans cette émission. Il en avait parlé avec beaucoup d'émotion de son combat pour l'Inde. Oui. Est-ce que vous avez été élevé dans cette foi-là? Oui, bien sûr. J'ai été élevée à la Tour, qui était un collège de jeunes filles tenu par des religieuses. Et ça a été effectivement extrêmement... très, très, très formateur. J'ai passé 12 ans de ma vie. Et... Oui. Donc vos bases sont éducation catholique? Absolument. Totalement. D'où la difficulté que je vous évoquais tout à l'heure en étant dans la tête d'un petit garçon musulman. C'était puisque mon héros. Oui, mais ça doit être passionnant. C'était passionnant, absolument passionnant, parce que à travers ce livre, c'était aussi la découverte des similitudes de la Bible. Par exemple, il y a une scène où quand Shamil donne son fils, c'est Abraham. Et lui-même, puisque dans le Coran, la présence d'Abraham est très, enfin, le personnage d'Abraham est un personnage extrêmement important. C'était une façon pour moi de relire la Bible et de la voir totalement présente. Il en reste quoi de votre éducation catholique aujourd'hui? Est-ce que c'est... Oh, je pense tout. Tout. Non, mais je veux dire, c'est toujours quelque chose. Vous êtes toujours croyante, toujours. Est-ce que vous êtes pratiquante? Est-ce que voilà. Très peu pratiquante, peu pratiquante, mais croyante et donc, je me situe totalement dans l'Église catholique. Enfin, voilà, j'ai passé des années à Rome. J'ai passé 13 ans de ma vie à Rome. Et là aussi, c'était évidemment extrêmement présent. Oui, à Rome pour... À Rome pour Artemisia, au départ. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les archives du Vatican. Et là aussi, beaucoup travaillé sur l'iconographie catholique, puisque tous les tableaux religieux de l'époque m'ont conduite à aussi beaucoup relire la Bible. Alors, puisque vous parlez de tableaux, allez, on va se lancer. Je crois que c'est bien la première fois que quelqu'un nous apporte un tableau comme objet. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ce monsieur? Oui. A l'air un peu sévère, avec une belle toque de fourrure noire. Attendez, je vais tout tomber. Et une veste marron. Et ça, il y a des armes, il y a des couteaux. Là, oui, il y a ce qu'on appelle des kinjals, parce que dans le Caucase, les armes, c'est l'honneur. C'est le signe de l'honneur. Et donc, ce tableau, la raison pour laquelle je voulais apporter, outre le fait qu'évidemment, c'est mon personnage, Jamel-ad-Din, plus âgé qu'une fois qu'il est pas si âgé que ça. Il n'est pas si âgé que ça, mais adulte. Il a quoi, là, 35-40 ans, une belle barbe bien fournie, brune. Voilà. Un peu plus un peu moins. Un peu moins. Mais c'est vrai que c'est un tableau qui m'a beaucoup touchée parce que j'étais avec un ami dans le Caucase qui, lui, est musulman et connaît très bien ces cavaliers du Caucase. Et donc, un jour, il faut imaginer, au milieu de nulle part, ces montagnes du Caucase sont une splendeur, c'est gigantesque, c'est aussi très austère, très pauvre. Et il a saisi un bout de bois et il a copié de mémoire un tableau qui existait de mon personnage et il me l'a donc offert alors qu'on est au milieu de... C'est l'objet que vous tenez? Voilà, c'est l'objet que je tiens. Alors, vous voyez, il est signé derrière. C'est vraiment une planche de contreplaqué? Oui, absolument. Ah oui, c'est extraordinaire. Et donc, nous ne parlions qu'italien parce que c'était la seule langue que nous... Alexandra, j'essaie de traduire de l'italien avec affection. Et un énorme, alors là j'arrive pas, un gros bisou? Oui, sans doute. Non, il y a un loup qui est dessiné. Oui, parce que ça veut dire, en italien, in bocca al lupo, ça veut dire bonne chance. Ah, d'accord. Alors, il m'a... Regardez comme on est bien assortis tous les deux. Voilà. Mais je trouve que c'est un très bon tableau et je dois dire que j'ai été très touchée comme ça, à cheval. Ça mérite d'être un objet extrêmement en même temps personnalisé. Voilà, absolument. Vous gardez quel souvenir de la petite fille que vous étiez?
Je pense que j'étais une petite fille qui lisait beaucoup. Sans blague. Oui, la lecture et Donc, assez secrète alors peut-être. Assez secrète, non, mais plutôt ouverte. Je veux dire, je suis fille unique. Oui. Donc les copains sont extrêmement importants et restent vraiment comment dire, je suis très fidèle en amitié. J'ai les mêmes amis depuis toujours et ils comptent énormément. Et rien ne remplace un dîner avec des amis. Pour moi. Et dès cette époque-là, les copines, les amies étaient extrêmement importantes. Et quand il n'y avait pas de vacances envisageables sans avoir une amie de cœur, 2, 3 si possible. Et quand vos parents se sont séparés, vous étiez assez jeune. Voilà, j'étais petite et donc j'allais chez mon père en vacances chez le papa, mais vous viviez avec votre maman exactement, à Paris. À Paris. Tout simplement. Et mon père a toujours été extrêmement accueillant pour tous mes amis. Et nous montions à cheval. Vous savez, ils montent beaucoup à cheval. C'est pour ça que tout ça n'est pas un hasard, les cavaliers. Parce que vous montez vous-même. Ouais, voilà, je monte moi-même. Et nous avons beaucoup monté à cheval. Nous montons beaucoup à cheval avec mon père. Et les amis venaient à la maison et il était entouré de jeunes gens. parce qu'il y avait toujours des bandes de copains. Alors, on a parlé de votre papa qui vous transmet sa passion pour l'écriture, etc. On a encore assez peu parlé de votre maman, qui était quand même journaliste dans un grand magazine de mode. Oui, elle a été journaliste à elle. Et puis elle s'intéressait beaucoup à la mode. C'était une journaliste de mode. Et c'est une femme extrêmement élégante, très belle. Et qui s'intéresse, elle aussi, à une immense personnalité. Et je dis elle aussi, comme mon père, ce sont deux personnages très curieux de la vie et des gens. Elle a beaucoup voyagé, ils ont beaucoup voyagé ensemble. Donc finalement, en commun, ils vous ont transmis le goût des voyages, le goût de la mode, votre maman? Je ne suis pas très passionnée de mode. Plus que ça. J'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup qu'on soit beau, qu'on soit joli, qu'on tente d'être aussi élégante que possible, mais je ne suis pas une fanat de mode en soi. Voilà, vous n'iriez pas assister à des défilés pour écrire des articles derrière. De toute façon, le côté journalisme pur vous a jamais attiré à la base. Moi, c'est plus des travaux de longue haleine. Et puis le côté détective. Moi j'ai un côté, je tire un fil et je deviens complètement obsédée. Vous ne parlez plus que de ça. Oui. Donc chez vous, c'était la Russie pendant 3 ans. Ça devait être terrible pour les amis. C'était terrible pour les amis. Mais en même temps, c'est assez sympa parce que je les emmène dans des mondes différents. Autant de Fanny Stevenson, toute l'école de ma fille qui était petite, qui avait 4 ans à ce moment-là, donc la maternelle dessinait des palmiers et des îles parce que je venais leur raconter aux enfants les voyages à Samoa, puisque Fanny Stevenson avait été devenue planteuse dans une île du Pacifique. Oui, elle a eu une destinée totalement incroyable, cette femme-là. Donc, année après année, je venais raconter aux enfants de l'école les aventures de Fanny. Alors quand c'était la période où je recherchais le Nevada, parce qu'elle est chercheuse d'or, donc je venais leur raconter ce que c'était que la ruée vers l'or. Et en fait, ça marche très bien auprès des enfants et même des amis quand vous leur racontez des histoires. Et les amis qui venaient dîner à la maison et qui buvaient que de la vodka étaient très contents ces dernières années. Alors, vous êtes finalement beaucoup dans le passé, dans votre univers. Vous analysez par exemple comment l'aujourd'hui, si on parle de l'actualité, c'est la crise, c'est même la récession, etc. Quel regard vous posez sur notre actualité aujourd'hui? Je suis très souvent, vous parliez du passé, effondrée par le fait que beaucoup de drames aujourd'hui, si on connaissait le passé, pourraient avoir été ou être évité. Et cette espèce de mélange je pense évidemment à l'Irak, quand on pense un tout petit peu ce qu'il aurait fallu savoir sur l'Irak avant de faire ce que Bush a fait, et les massacres qui s'en sont suivis, je suis terrifiée par l'ignorance. Avec un tout petit peu de savoir, un tout petit peu d'intérêt ou de curiosité pour autrui, on éviterait des boucheries, quoi. Des boucheries. Et ça, je dois dire que je suis très souvent frappée par cette espèce de stupidité. Stupidité. Oui, stupidité. En fait, le mot n'est pas trop fort. Et d'absence d'intérêt pour autrui.
Et ça va, évidemment, pour tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la crise, avec ce que ça représente de récession pour toute une classe moyenne. C'est pas les gens les plus riches qui vont trinquer, c'est les autres. Alors, il y a quand même quelques suicides Oui, chez les grands banquiers, les grands industriels qui ont perdu une bonne partie de leur fortune. Bien sûr, mais enfin, pour tous les gens pour lesquels ça fait moins de bruit, c'est aussi terrible. Là, j'arrive des États-Unis hier. Et quand vous regardez ce que ça représente, tous ces gens qui ont perdu leur maison, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont aucune couverture sociale, vous vous dites, mais enfin, comment c'est possible qu'au début du XXIe siècle, on en soit encore là ? C'est ça. Il y a une autre, pas actualité forcément brûlante, mais je sais que vous étiez beaucoup dans le passé, mais vous êtes forcément beaucoup dans le présent Bien aussi, sûr. tout simplement parce que vous y vivez, comme nous tous. Il y a une autre actualité qui vous touche particulièrement en ce moment, qui vous fait bondir ou qui au contraire vous réjouit un petit peu. Tout me fait bondir en ce moment. Bon. Je veux dire, c'est que c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher d'être terriblement inquiet de tout. Je veux dire, ce qui se passe à Gaza, c'est tellement... on se dit, mais comment on va en sortir ? Mais c'était pas mieux dans le passé. Ah non, c'était pas mieux dans Vous le qui passé. analysez le passé, Absolument. c'était quand même pas mieux. C'était pas du tout mieux dans le passé. Mais justement, parce que c'était pas mieux, on aurait pu apprendre tout de même. On aurait pu... Ah non, pas mieux. Mais c'est ce que disent toujours les historiens, finalement. Oui, c'est ce qu'on On dit. aurait pu apprendre et puis finalement on n'apprend pas. On n'apprend pas. Et ça, c'est très douloureux, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher dans la vie. Il y a des choses... Ce qui est terrible, c'est de se dire que ça ne tient qu'à nous. Et ça, moi, je trouve ça terrible de penser que ce soit les hommes qui s'infligent éternellement les mêmes mots, comme si on n'avançait pas. Et est-ce que vous avez des motifs de réjouissance, quand même ? Oh, plein. En même temps. Aussi, d'accord. Moi, je suis quelqu'un de plutôt heureux dans le... Mais vous le dégagez, ça se voit, il y a quelque chose de très extraverti et puis de... Oui, effectivement. Donc, d'être en vie. Il n'y a pas un moment où je me dis que j'ai énormément de chance. Il n'y a pas une seconde où je ne me dis ça. Et vous dites ça parce que vous avez connu des moments plus difficiles, plus douloureux, soit dans votre chair, soit dans votre âme. Bien sûr. Et aussi parce que je n'arrête pas de voir ce qui se passe autour et de se dire si chacun de nous pouvait profiter un tout petit peu de ce qu'il a en petit, je veux dire le rayon de soleil, c'est du b.a.-ba ce que je dis, mais en ce sens je sais profiter de la vie. Mais qu'est-ce qui fait que dans votre vie aujourd'hui vous savez profiter de la vie ? Est-ce que parce que par exemple je m'entends merveilleusement bien avec ma fille et que quand elle vient par exemple là, elle était là pendant les vacances de Noël. Tous les matins je me disais mais qu'est-ce que j'ai ? Je me réveillais ravie. Et puis voilà, elle était là, c'était une semaine et c'était merveilleux. Qu'est-ce que vous avez essayé de lui transmettre alors c'est peut-être un bien grand mot de dire des leçons de vie, mais en tout cas comme valeur, enfin des choses que vous avez compris vous, et que vous aimeriez lui économiser du temps, et puis peut-être des déceptions, et puis peut-être des échecs. Enfin, qu'est-ce que vous avez essayé de lui transmettre à cet enfant qui n'est plus une enfant ? Oui, qui n'est plus une enfant. Je pense que c'est ça, c'est que il faut extraire de chaque seconde tout le plaisir et non pas le déplaisir, que le verre est à moitié plein et pas à moitié vide. Une façon de voir. Un angle assez optimiste de la vie. C'est pas nécessairement optimiste, mais c'est de sentir le prix et la chance qu'on a et du fait qu'on vit dans un milieu privilégié et que c'est un cadeau et il faut le faire partager aux autres et c'est trop facile de dire il faut, mais ne jamais perdre ça de vue et que peut-être on peut justement prélever un petit peu de ça pour le partager, et puis d'être ouverte. Je veux dire, moi, j'ai les gens qui ont peur de vivre. Et on est entouré de gens qui ont peur. Et vous-même, vous avez peur de vivre ou pas ? Non. J'ai peur, j'ai plein de peur. J'ai plein de peur. Mais l'idée, c'est de la surmonter, la peur. Et c'est ce que j'aime dans les héros dont je parle, quelqu'un comme Fanny, Stevenson, c'est quelqu'un qui... Vous l'appelez Fanny comme si c'était une amie. Oui, ils deviennent tous des amis, finalement. Ils deviennent tous des amis, absolument. Quand on vit 3 ans et qu'on tente de rendre leur essence, rendre leur âme, forcément, ça devient des amis. Mais la grande leçon, par exemple, de quelqu'un comme Fanny Stevenson, c'est quelqu'un qui a tout osé, qui a pris tous les risques, et qui, en même temps, n'a rien sacrifié. C'est-à-dire que cette notion... Pas de compromission. Pas
pas de compromission et néanmoins une immense générosité. Parce que le problème de pas de compromission, c'est qu'aussi, on peut être très fermé. Et je crois que la générosité est, si j'avais tenté de transmettre, mais c'est absurde de dire ça parce que chacun fait ses propres expériences, mais l'ouverture et le fait que vivre frileusement n'apporte rien. Voilà. Alors, quelles sont vos peurs? Parce que vous nous disiez, j'ai quand même des peurs, beaucoup plein. de peurs. Une. Choisissez-en une. J'ai peur de la mort, par exemple. J'aime tellement la vie que la mort est quelque chose qui me paraît qu'il faut la combattre de toutes les façons, la souffrance. Et la perspective chrétienne de la mort ne vous rassure pas un petit peu quand même? Oui, me rassure un petit peu, mais au fond, ça, je n'ai pas du tout maîtrisé cette confiance-là. Je veux dire, bien sûr, mais quand vous me demandez, au fond, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas surmonté, que je n'ai pas, qui n'est pas... Pas encore. Pas encore, oui. Mais c'est cette sorte de peur-là, mais justement, je pense que il faut surmonter, il faut oser être, oser vivre et oser mourir. Mais souvent, quand on arrive, grosso modo, au milieu de sa vie, Oui. il y a une sorte de lâcher-prise qui s'opère. Enfin, on peut noter ça. Oui, qu'on devient un peu sage. La sagesse, c'est encore un long débat. Oui. Non, mais est-ce que vous le sentez, ça, une sorte de, finalement, que ce soit par rapport à la mort ou d'autres choses, mais de lâcher prise un petit peu, qui fait que ça y est, je sais qui je suis, je maîtrise à peu près, je vois à peu près où je vais, et Oui, on peut peut-être se détendre un peu. Oui, ça, oui. Mais je trouve que la grande difficulté pour moi, c'est entre justement la détente et le laisser aller. Je crois. La frontière est mince. Toute C'est la ça difficulté. Ouais. Et donc, absolument, on peut tout à fait se détendre. Puis surtout, c'est même pas ça. C'est qu'on sait ce qui est essentiel. Alors, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Oh là là. Là, vous posez des questions. Vous avez tendu le bâton pour Oui. vous faire battre. Hein. Qu'est-ce qui est essentiel? Je pense toutes les valeurs qu'on évoquait, justement, l'intégrité, l'honnêteté, L'honneur. Ne pas tricher, ne jamais tricher avec soi-même, savoir tout de même ce qu'on fait, pas tricher. Alors vous disiez, on sait ce qui est essentiel. Oui. Je vous ai interrompu Oui. au milieu avec ma question Oui. un peu compliquée. Et quelquefois, justement, à quel moment à quel moment les choses ne sont pas... Enfin, non. Pour répondre à votre question qui était, est-ce qu'on se détend? Je crois qu'on sait, j'espère qu'on sait, au milieu de la vie, ce qui est essentiel. Et donc, ne pas lâcher sur l'essentiel. Et plus coulant sur le reste. Et plus coulant sur le reste. Mais ne jamais perdre de vue ce qui est essentiel. Et je trouve que c'est peut-être ça, ce qu'on apprend avec l'âge. Mais à mon avis, il ne faut pas lâcher ce qui est essentiel. Vous avez déjà une vision claire de ce que vous avez envie d'être dans les, je sais pas moi, dans les 20 prochaines années, dans les 30 prochaines années? Est-ce que, si vous pouviez vous projeter comme ça, elle ressemblerait à quoi, Alexandra Lapierre, dans 20 ans? Elle aurait fait quoi? Elle serait comment? Elle dirait quoi? Elle aurait encore fait quelques livres, car pour moi, l'écriture, on n'a pas évoqué l'écriture, c'est essentiel. Donc, tiens, vous me parliez des peurs. L'une des peurs, ça serait de ne plus pouvoir faire de livres. Ça serait quelque chose que je ne pourrais pas surmonter. C'est la colonne vertébrale de votre vie, on l'a bien compris. L'écriture est quelque chose qui est... Donc l'idée de ne plus pouvoir écrire, enfermez-moi quelque part sans stylo et sans papier, ça, je ne sais pas comment je survivrais. C'est vous mettre à mort. Ah oui, c'est me mettre à mort. Voilà, ce sont des peurs comme ça. Et on les a quand on est écrivain. On se dit, est-ce que je retrouverai... Parce que c'est pas seulement le papier et le stylo, c'est est-ce que en moi, j'ai encore des beaux livres à écrire, est-ce que je saurais? Souvent on dit que c'est un accouchement, un livre. On est enceinte ou pas d'un livre. Absolument. Et que... C'est exactement ça. Un beau bébé, hein, quand même, le dernier. Là. Je sais pas combien il pèse. 800 grammes, je l'ai pesé. En devant le voyer à la poste. Mais blague à part, c'est vrai que ça peut être
parce que vous évoquiez une peur de ne pas pouvoir écrire encore. Et quant au côté accouchement, c'est vrai qu'à un certain moment, le livre là existe depuis 2 mois ou 1 mois et demi, donc il est encore très très présent, puisque je sais pas, le 30 août, j'étais encore en train de corriger les épreuves. Vous êtes en plein baby blues là. Voilà, je suis en plein baby blues. Et c'est vrai que le travail, c'est de le laisser vivre, de le laisser aller. Il y a un moment où on doit lâcher. Tout le travail des mamans, ça. Voilà, exactement. C'est le moment où il est à vous, lecteur. Voilà, je vous le donne. Il a sa propre vie. Il a sa propre vie, et c'est pour ça qu'il y a un moment où, voilà, c'est fini, on doit passer à autre chose. Et à quel moment on est prête à retomber enceinte d'un livre? Ça, c'est vraiment les mystères de la vie, parce que il faut pas se précipiter dans l'idée justement de d'être à nouveau habité par un sujet. Il faut laisser le temps au temps et accepter cette espèce de délai où on n'est plus avec son dans bébé, un entre-deux, ouais. Et on est entre deux et on n'a pas encore fait une nouvelle rencontre. Et comme ce sont des livres qui sont vraiment fondés sur des coups de foudre, des gens que j'aime, Tchemaladine, je l'ai aimé comme quelqu'un que je connaîtrais et dont je voudrais porter témoignage. Fanny Stevenson, pareil. Artemisia, pareil. Donc c'est vrai qu'il faut laisser le temps d'un coup de foudre et d'une nouvelle histoire d'amour. Et avant que ça puisse exister, il y a un moment de deuil, un moment de vide, un moment où on accepte d'être ouvert. C'est un moment formidable aussi, ce moment quand même d'entre-deux. L'entre-deux, c'est pas trop difficile à vivre pour vous? Non, ça peut l'être, mais c'est un moment où on devient une éponge à pâte, on écoute tout, on redevient complètement disponible. Mais il y a un moment où vous baissez un tout petit peu la garde, où vous reposez. C'est ce non, moment. Vous ne reposez pas, vous êtes en promo, c'est pas du repos. Je suis en promo, ça. mais fin janvier, la promo terminée. Donc, parce que ça fait 3 mois et que voilà. Donc il y a quand même du repos derrière. Il y a une espèce de possibilité d'être totalement ouverte à tout, à la rencontre avec un prochain livre ou à l'absence de rencontre. Mais vous n'avez pas déjà... Oui, parce que c'est ça, quand vous faisiez Elles ont conquis le monde, donc Les Grandes Aventurières, ce beau livre, comme on disait, vous aviez déjà l'idée du prochain roman qui est donc... Qui était lui. Absolument. Qui était lui, Tout l'honneur des hommes. Est-ce que maintenant vous avez déjà l'idée du roman d'après? J'ai quelques idées. Ça ne veut pas dire que ce soit des bonnes idées. Et il faut laisser justement mûrir. J'ai bien sûr des idées. Mais le temps fait le tri finalement. Le temps fait le tri et il peut très bien se trouver qu'aucune de ces bonnes idées ne me paraissent au bout du compte valoir 3 ans de ma vie, voilà. Toute mon énergie, tous les œufs dans le même panier, qui est la façon avec laquelle j'écris les livres. Vous parliez de la mort tout à l'heure et de la peur que vous en avez. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli à la fin de votre vie quand vous vous retournerez qu'est-ce qui fera que vous direz, bon, j'ai peut-être pas perdu mon temps pendant ces 80, 90 ans, 100 ans. Je crois qu'il y aura 2 choses. Avoir rendu heureux les gens autour de moi. Vous en avez déjà témoignage, ça, dans les salons du livre que vous devez faire, dans les gens que vous croisez, ne serait-ce que dans la rue. Très, très important, ça, effectivement, qu'un livre comme Tout l'honneur des hommes les touche, les emmène loin, les distrait de leurs propres problèmes, les ouvre à d'autres problèmes ou à d'autres joies. Donc ça, c'est très important. Et puis je vous dis, à l'intérieur des gens qui me sont proches, de se dire que j'aurais apporté... que vous parlez de ceux que vous avez exilés en Russie pendant 3 ans, là. Oui, tous les gens. Vous savez, des livres comme ceux-ci, comme tous, c'est vraiment une chaîne d'entraide. Parce que rien n'est possible dans ces enquêtes si vous n'avez pas... des amis qui sur vont place. Vous aider. Donc finalement c'est un livre mais tout un tas de rencontres. Absolument. Et d'ailleurs les remerciements à la fin de mes livres, il y a 3 pages. Je me souviens que les éditeurs sont toujours inquiets en disant mais on va pas mettre 3 pages de remerciements. Je dis mais j'ai pas le choix. C'est nécessaire, ça fait partie du livre. Ne pas les mettre, c'est déjà... C'est une trahison. C'est une trahison, absolument. Est-ce que vous pourriez vous intéresser à un sujet qui ne soit pas un sujet lié directement au passé? Est-ce que vous pourriez écrire, donc a priori, c'est toujours l'histoire de quelqu'un, mais soit partir complètement sur une histoire complètement issue de votre imaginaire, ou alors partir sur un personnage toujours vivant, ou un personnage que vous inventez, mais du futur. Ah oui, vous pourriez changer de style, entre guillemets. Absolument. Je pense que tout à fait possible. Non, tout est... Alors, ce que je ne sais pas, c'est comme ces livres sont fondés sur des rencontres, est-ce que le fait de rêver
et donc de décoller de la réalité, de l'actualité, disons. Est-ce que ça fait partie de mon travail d'imagination et d'écrivain? Je ne sais pas, j'ai écrit plusieurs livres qui se passent aujourd'hui. Donc oui, l'idée c'est d'être ouvert aux émotions, d'être ouvert aux rencontres. Donc s'il y a une rencontre de quelqu'un que je fais en sortant d'ici et que je trouve sensationnelle et dont je trouve qu'il faut raconter l'histoire, ben, je pars, j'y vais. Donc pour moi c'est fondé sur un coup de foudre et donc la réponse est oui, je peux, j'espère. Yes, we can. C'est marrant, ça me dit quelque chose ce slogan, yes, we can. Certains baraquent quelque chose. Oui, absolument. Certains baraquent, je ne sais plus son nom. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexandra Lapierre, pour je sais pas moi, le reste de votre vie? Allez, soyons larges. Soyons larges. À tout niveau, hein. À tout niveau, continuer d'aimer et d'être aimé et d'écrire. C'est ce que vous avez dans votre vie de l'amour aujourd'hui? Oui. On n'a pas beaucoup parlé de ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais beaucoup. Je veux dire, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Est-ce qu'on peut être heureux sans amour? Je ne crois pas. Donc, oui. C'est quoi votre définition du bonheur, puisque vous en parlez? Oh là là, dans quelques mots. J'aime bien poser ce genre de questions aux écrivains. Mais souvent, les écrivains ont beaucoup réfléchi à ce genre de choses et à leur vie. Oui. Donc, je vous réserve à chaque fois, vous, écrivains, je suis désolée, les questions les plus difficiles. Moi, je pense que, alors pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Le bonheur, c'est l'amour et la dignité. Donc, si j'arrive à... On y revient une troisième fois à la dignité. On aura compris que c'était important. Oui, mais c'est important, je crois, d'être entouré de gens qu'on estime et d'avoir sur soi un regard qui fait qu'on n'a pas déchu de l'image enfin, pas de l'image, mais de ce qu'on estime juste, bon. L'amour et la dignité. Je termine avec ça, mais vous êtes vraiment la digne fille de votre père. Votre mère, je la connais pas, je peux pas le dire. Mais là, je crois qu'il ne peut pas vous renier. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir dans cette émission. Et je vous souhaite une très très bonne continuation dans l'amour et la dignité. Donc, merci Alexandra Lapierre. Merci.